Chers étudiants, S2, théorie générale des obligations et contrats, heureuse de vous rencontrer une autre fois. Donc la séance précédente, on a traité les effets du contrat et on a précisé qu'un contrat valablement formé tient lieu de loi pour les parties contractantes, c'est-à-dire qu'il s'impose aux parties contractantes et aux seules parties contractantes, sauf quelques exceptions. Donc, un contrat qui a respecté les conditions de fond et de forme doit être exécuté par les parties contractantes. Cette séance, on va la consacrer pour la responsabilité contractuelle. Donc, on sait que le terme responsabilité, il est étroitement lié au mot obligation en matière civile. Donc, on a l'obligation qui constitue un rapport de droit entre un débiteur et un créancier. À travers ce rapport, le créancier peut exiger du débiteur ou a le droit d'exiger du débiteur une prestation ou encore une abstention. Par conséquent, l'irrespect de cette obligation donne lieu à l'engagement de la responsabilité du débiteur. Et on a déjà précisé que le contrat constitue une source principale d'obligation. Donc, l'inexécution des obligations découlant du contrat donne lieu à l'engagement de la responsabilité civile contractuelle. Sauf qu'on doit préciser que le mot responsabilité contractuelle, c'est un mot qu'on peut invoquer soit en cas d'inexécution de l'obligation contractuelle ou encore en cas du retard d'exécution de l'obligation contractuelle. Donc, des deux principes, à cet égard, on peut dire que des deux principes liés à la formation du contrat, à savoir le principe de la force obligatoire du contrat et le principe de l'effet relatif du contrat, découle aussi le principe de la responsabilité contractuelle, selon lequel chaque contractant doit respecter ses engagements et doit fournir ses prestations telles qu'elles sont déterminées par le contrat, sous peine d'engager sa responsabilité contractuelle. Donc, au niveau de la responsabilité contractuelle, on va toucher ou on va traiter plusieurs points, à savoir, en premier lieu, les cas d'engagement de la responsabilité contractuelle, c'est-à-dire à quel moment peut-on dire que le contractant ou le débiteur a engagé sa responsabilité contractuelle. Donc, ici, on peut signaler que la responsabilité contractuelle du débiteur est engagée dans deux cas précisés par l'article 263 du Dahir des obligations et contrats, à savoir l'inexécution de l'obligation ou son exécution tardive. Bien sûr, dans ce cadre, la responsabilité contractuelle donnera lieu à des dommages et intérêts. Lorsqu'on a ici la réalisation de l'un de ces deux cas qui donnent lieu à l'engagement de la responsabilité contractuelle, quel effet cette responsabilité peut-elle produire? Donc, d'ailleurs, l'article 259 du Dahir des obligations et contrats
confère dans ce cadre droit au créancier de contraindre le débiteur à exécuter son obligation tant que l'exécution est possible. Sous cet angle, il convient de préciser que le législateur, au niveau des articles 261 et 262 du Dahir des obligations et contrats, a traité l'inexécution des obligations de faire et l'inexécution des obligations de ne pas faire. Au niveau de ces deux catégories, obligations de faire, obligations de ne pas faire, leur inexécution donne lieu ou ne donne lieu qu'à des dommages et intérêts que la demeure du débiteur résulte de sa faute ou de son dol. Donc, on ne prend pas en considération si le débiteur a commis une faute ou encore il n'a pas exécuté son obligation suite à son dol. Pour l'exécution forcée, dans ce cadre, on peut dire que cette exécution forcée reste possible lorsqu'il s'agit d'une obligation de donner. Bien sûr, comme on l'a déjà précisé au niveau des séances précédentes, l'obligation de donner, c'est-à-dire transférer un droit réel, c'est-à-dire un droit sur une chose. Et cette chose, elle peut être un corps certain ou encore une chose de genre. Et on a déjà précisé que la chose de genre, elle doit être individualisée, c'est-à-dire le moment de transfert de ce droit sur la chose ne s'effectue que lorsque la chose de genre a été individualisée. Donc, ici, lorsqu'il s'agit d'un droit sur une chose, ou comme on l'a déjà précisé, l'obligation de donner portant sur un corps certain ou une chose de genre après individualisation, ici on peut dire que l'inexécution de cette obligation donne lieu à une contrainte. S'agissant maintenant des sommes d'argent, l'exécution forcée s'effectue par le moyen de la saisie. Pour ce, le créancier dispose de moyens indirects qui sont l'astreinte ou encore la contrainte par corps. S'agissant des conditions de l'engagement de la responsabilité contractuelle, on peut dire que l'engagement de la responsabilité contractuelle est soumis à l'existence d'un ensemble de conditions qui ont été déterminées par le Dahir des obligations et contrats. Et ces conditions, on peut les envisager dans le cas de la première condition, à savoir l'inexécution de l'obligation contractuelle, c'est-à-dire pour qu'il y ait engagement de la responsabilité contractuelle, il faut que le débiteur n'exécute pas son obligation, n'ait pas exécuté son obligation. Deuxième condition, il faut un dommage ou un préjudice qui découle de cette inexécution. Aussi, il faut qu'il y ait un lien de liaison, il faut qu'il y ait une liaison entre le dommage et l'inexécution de l'obligation. Donc, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre le dommage et l'inexécution de l'obligation. En premier lieu, on peut dire que l'engagement de la responsabilité contractuelle a lieu en cas d'inexécution de l'obligation. Et lorsqu'on parle de l'inexécution de l'obligation, cette obligation peut être soit une obligation de résultat ou encore une obligation de moyens.
Dans ce cadre, l'engagement de la responsabilité contractuelle diffère selon ces deux cas, ou ces deux catégories d'obligations. S'il s'agit de l'inexécution d'une obligation de résultat, la responsabilité contractuelle est engagée du seul fait que le résultat ne soit pas réalisé. Donc, et on a déjà précisé et on a déjà donné une définition à l'obligation de résultat. Donc, dans ce cadre, le débiteur ne peut s'en désengager qu'en prouvant que l'inexécution est due à une cause étrangère. De même que la responsabilité du débiteur découle du seul fait matériel. Donc, le seul fait qu'on n'a pas abouti à ce résultat, ou résultat qui est précisé par le contrat, engage, donc le seul fait de ne pas aboutir à ce résultat engage la responsabilité du débiteur sans qu'il y ait lieu de rechercher sa faute, donc la faute du débiteur. Partant, le débiteur est présumé. Donc, il est présumé responsable de l'inexécution et cette présomption, bien sûr, ne tombe que par la preuve d'un cas de force majeure ou encore des autres cas qui sont précisés par la loi, tels que l'inexécution suite à un fait du créancier, par exemple. En revanche, la responsabilité contractuelle découlant de l'inexécution d'une obligation, bien sûr, peut découler de l'inexécution d'une obligation de moyens. Dans ce cadre, à quel moment peut-on dire que la responsabilité contractuelle du débiteur est-elle engagée? Dans ce cadre, pour dire qu'il y a responsabilité contractuelle du débiteur d'une obligation de moyens, il faut chercher la faute de ce débiteur. Donc, on sait que l'obligation de moyens, c'est une obligation qui nécessite au débiteur de déployer tous les moyens nécessaires pour exécuter son obligation. Donc ici, on cherche la faute du débiteur. Elle n'est pas présumée comme donc la responsabilité contractuelle du débiteur n'est pas présumée, mais elle doit être, ou sa faute doit être dans ce cadre prouvée. Et l'évaluation de cette faute, elle est soumise bien évidemment à l'appréciation du juge qui doit évaluer différemment la mesure des dommages et intérêts selon qu'il s'agit du cas du dol du débiteur ou encore de sa faute, tel qu'il a été précisé par l'article 264 du Dahir des obligations et contrats. En second lieu, l'engagement de la responsabilité contractuelle suppose la survenance d'un dommage ou d'un préjudice. On appelle dommage ou préjudice. L'article 264 du Dahir des obligations et contrats a défini les dommages causés par l'inexécution des obligations nées d'une déclaration de volonté comme la perte effective que le créancier a éprouvé et le gain dont il a été privé et qui sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. D'ailleurs, le dommage constitue un élément essentiel pour l'engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur. Dans ce cadre, il convient de préciser que l'inexécution de l'obligation de ne pas faire donne lieu à des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
Donc, on a parlé déjà de l'obligation de faire. Donc, l'obligation de faire qui nécessite du débiteur qu'il exécute une prestation. Donc, le non-aboutissement à la réalisation de cette prestation engagera sa responsabilité contractuelle. Pour l'obligation de ne pas faire, on précise ici que la responsabilité contractuelle est engagée par le seul fait de contravention. Donc, dans ce cadre, on peut signaler que la Cour de cassation a considéré que, par exemple, l'irrespect du salarié à son engagement de non-concurrence contenu dans le contrat de travail donnera lieu à la réparation conformément aux articles 262 et 263 du Dahir des obligations et contrats. En fait, le dommage peut résulter d'une inexécution totale ou une inexécution partielle du contrat. Aussi, le dommage, il peut résulter aussi d'une inexécution défectueuse ou encore tardive. Donc, par ailleurs, les parties contractantes peuvent convenir, par exemple, des dommages et intérêts dus en raison du préjudice engendré par l'inexécution de l'obligation ou encore en raison du retard apporté à cette exécution. Donc, si les parties ont déjà déterminé le montant des dommages et intérêts au niveau de leur contrat, bien évidemment, le montant des dommages et intérêts convenus ou auxquels les parties ont convenu doit être apprécié par le juge. Donc, on a ici l'appréciation du montant des dommages et intérêts par le juge en déployant son pouvoir discrétionnaire à ce niveau-là, qui lui permet soit d'augmenter le montant des dommages et intérêts convenus, si par exemple il estime qu'il n'est pas convenable à la situation réalisée ou qui a lieu. En troisième lieu, la responsabilité contractuelle ne peut être engagée que si les dommages subis par le créancier sont la conséquence directe de l'inexécution de l'obligation. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un lien de causalité entre l'inexécution de l'obligation et le dommage réalisé. Dans ce cadre, on peut parler d'un engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur. En revanche, le législateur a précisé certains cas où le débiteur défaillant peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle. Dans ce cadre, on peut dire que l'engagement de la responsabilité contractuelle du débiteur n'est pas absolu, car l'inexécution peut être non imputable au débiteur et elle peut résulter notamment des causes étrangères exonératoire de la responsabilité et aussi de la théorie des risques propres au contrat synalagmatique. Donc, par exemple, si le débiteur justifie que l'inexécution ou le retard d'inexécution proviennent d'un cas de force majeure, un cas fortuit ou encore la demeure du créancier. Dans ce cadre, il peut être exonéré de sa responsabilité contractuelle et par conséquent, il va être exonéré du paiement des dommages et intérêts qui en résultent.
Tout d'abord, on doit signaler que le législateur a déterminé au niveau de l'article 269 du Dahir des obligations et contrats les conditions de l'existence de la force majeure. Et ces conditions se déterminent dans 3 points, 3 éléments. Donc, c'est-à-dire que la force majeure suppose l'élément d'extériorité, l'élément d'imprévisibilité et l'élément d'irrésistibilité. Donc, concernant l'élément d'extériorité, cela signifie que l'événement empêchant l'exécution du contrat ou l'exécution de l'obligation est un événement extérieur à l'activité du débiteur. L'imprévisibilité de l'événement constitutif de la force majeure suppose aussi de rechercher si l'événement est normalement imprévisible pour un homme raisonnable. Et l'irrésistibilité, elle implique que le débiteur n'est pas en mesure d'éviter l'inexécution de son obligation. Donc, il s'agit dans ce cadre de l'impossibilité absolue pour le débiteur d'exécuter son obligation. Par conséquent, un événement irrésistible est un événement dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Ensuite, et en plus du cas de force majeure, le débiteur peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en prouvant que l'échec de l'obligation est dû au fait du créancier. Et qu'est-ce que ça veut dire le fait du créancier? C'est-à-dire que ce créancier a refusé, sans motif valable, la prestation offerte par le débiteur. Ou encore, lorsque ce créancier a fait obstacle à l'exécution de cette obligation. Par ailleurs, il convient de signaler aussi que les parties peuvent en principe convenir à aménager leur accord comme elles l'entendent. Dans certains cas, les parties peuvent aménager leur contrat comme elles veulent, donc, notamment au niveau de la responsabilité contractuelle. Donc, pour ne pas abuser de cette volonté, le législateur a limité cette possibilité à chaque fois que cette convention supprime ou limite la responsabilité contractuelle. Sous cet angle, l'article 232 du Dahir des obligations et contrats dispose qu'on ne peut stipuler d'avance qu'on ne sera pas tenu de sa faute lourde ou de son dol. En effet, les contractants ne peuvent pas, par exemple, inclure dans leur contrat une clause qui a pour effet de priver le contrat de son objet ou de sa raison. Donc, on ne peut pas inclure au niveau du contrat une clause qui ôte à ce contrat son objet ou sa raison d'être. Dans ce cadre, les clauses de non-responsabilité sont réputées non avenues. En outre, les clauses limitatives de responsabilité ne peuvent avoir lieu lorsqu'elles portent sur les obligations qui font partie de l'essence même du contrat et lui donnent tout son sens. Par exemple, le cas d'une clause qui exonère l'acheteur de payer le prix en faveur du vendeur. Parfois, le législateur intervient pour interdire certaines clauses dangereuses qui portent sur les obligations impératives des contractants. En plus des clauses de non-responsabilité ou limitatives de responsabilité, les parties peuvent fixer d'une manière forfaitaire le montant des dommages et intérêts qui sera dû par le débiteur en cas d'inexécution.
Bon, chers étudiants, cette séance a abouti à sa fin. Je vous souhaite bon courage. À la séance prochaine.